Bonjour à tous, donc nouveau cours de français, nouveau cours donc de méthodologie aujourd'hui, puisque nous allons aborder quelque chose de très important, qui est la méthodologie de la contraction de texte. Alors la contraction de texte, c'est un exercice à la fois nouveau pour vous et en même temps assez ancien, puisque la contraction de texte, c'est une sorte de résumé. On va voir ça dans le détail. Alors pourquoi c'est important de savoir faire une contraction de texte? Eh bien d'abord parce que aujourd'hui il fait partie d'un des exercices du baccalauréat de français, notamment pour toutes les premières techniques, mais aussi parce que la contraction de texte c'est un exercice qu'on retrouve dans tous les concours, quels que soient les domaines, dans tous les examens. On demande aux gens de savoir faire une contraction de texte. Donc en fait, la contraction de texte, on va le voir précisément, c'est un résumé, évidemment, mais c'est un résumé, comme je vous l'indique ici, qui doit respecter un certain nombre de règles précises. Et puis c'est un résumé, bien sûr, qui doit se faire, et qui se fait en temps limité. Donc je vais vous expliquer ici les différentes règles de la contraction de texte. Je vous enverrai ensuite ce document, et puis je vous proposerai un certain nombre d'exercices. Alors, d'abord, quelques généralités sur la contraction de texte. Donc je vous disais, la contraction doit respecter certaines règles. Quelles sont ces règles? Alors, première chose, c'est que la contraction de texte est une version donc condensée au quart du texte originel, hein, c'est-à-dire du texte de départ. Un exemple, si on vous donne un texte au départ de 200 mots, on vous demande donc une contraction au quart, ça veut dire que vous devez écrire un texte de 50 mots, avec une marge de 10%. Hein, vous verrez ensuite, je vous expliquerai qu'il y a une certaine tolérance de plus ou moins 10% à chaque fois. Donc, le plus souvent, on va vous demander une contraction au quart. Ensuite, une contraction, c'est un résumé qui est objectif, cohérent et organisé des idées et de leurs relations. Donc ce qui est important ici, c'est de bien comprendre que les textes qu'on va vous demander de contracter, ce ne sont pas des poèmes, ce ne sont pas des extraits de romans, ça sera toujours des textes à valeur argumentative. C'est-à-dire que ce sont des textes d'idées. Et donc, on va vous demander d'être capable de résumer ces idées, d'accord, et de montrer leurs relations. Ok? Donc, pensez qu'une contraction de texte, c'est un résumé objectif qui va, en quelque sorte, redire les idées du texte et les relations entre ces idées. Autre chose, la contraction de texte, évidemment, c'est une reformulation du texte originel. C'est un exercice, évidemment, qui demande une certaine richesse de vocabulaire. Pourquoi? Bien parce que vous allez devoir trouver des synonymes, et vous n'aurez pas, à côté de vous, vous n'aurez pas un dictionnaire des synonymes. C'est à vous de trouver les synonymes. C'est la principale difficulté. Hein, la principale difficulté, c'est d'échapper, en quelque sorte, au lexique de l'auteur. Vous n'avez pas à réutiliser le même lexique de l'auteur. C'est à vous de trouver d'autres mots pour dire les mêmes idées. Bon, voilà pour quelques généralités. Alors ensuite, ce que n'est pas une contraction de texte. D'accord? Je vais vous dire ce que n'est pas une contraction de texte, et puis les pièges à éviter. Alors, d'abord, une contraction de texte, évidemment, ce n'est pas un simple collage d'éléments du texte. Vous n'avez pas à faire un copier-coller d'un certain nombre de passages du texte, et puis à les mettre ensemble. Ça ne marche pas. Même si vous changez quelques petits mots à droite à gauche, ça ne marche pas. C'est pas un copier-coller. C'est pas non plus un résumé trop vague qui va manquer l'essentiel. Il faut montrer la complexité du texte. Hein, comme je disais au départ, il faut montrer les idées
et les articulations des idées entre elles. Évidemment, comme vous avez un nombre de mots obligatoire, votre résumé ne doit pas être non plus trop long. Vous ne pouvez pas tout dire. Hein. Qui dit contraction de texte dit par définition que vous allez être obligé d'éliminer un certain nombre de choses. Donc c'est à vous à un moment donné de voir que bon, telle idée par exemple est secondaire par rapport à telle autre, voire tel exemple que l'on pourrait en fait tout simplement supprimer parce qu'il n'apporte pas grand chose au raisonnement. Voilà, donc ça c'est toutes les stratégies à mettre en place. Vous allez voir, je vais vous donner la méthodologie de plus en plus détaillée. Alors les pièges. Bon, 3 pièges principaux à éviter. D'abord le contresens, c'est-à-dire à faire un résumé qui n'est pas fidèle en fait aux idées du texte original. Hein, évidemment, si vous comprenez mal le texte de départ, votre résumé ne peut être que mauvais, il ne peut être que à côté du sens. Vous n'avez pas non plus à donner votre point de vue. Hein, comme je disais au départ, un résumé, ça doit être objectif. Donc vous n'avez pas à dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou quoi que ce soit. Et vous n'avez pas non plus à dépasser le format imposé. Hein. Ce qu'on appelle le format, c'est le nombre de mots. Donc le dépasser, ça peut être soit être au-delà de la limite fixée, soit en deçà. Ok, donc tout ça, ce sont des généralités. On va maintenant entrer dans le détail. Alors, quand on fait une contraction de texte, il y a 2 phases. D'abord, une première phase de préparation. Hein, je vous ai mis ici grand A, préparation. Et puis ensuite, une phase de rédaction. Grand B, rédaction du texte contracté. Alors, la phase de préparation consiste à se poser un certain nombre de questions face au texte, à le lire, à l'analyser, et, comme je vous l'indique ici, à prendre des notes. À prendre des notes, voire à utiliser un code couleur. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Par exemple, vous pouvez utiliser voilà, des fluos, par exemple, voilà, orange pour les idées qui vous paraissent les plus importantes, jaune pour des idées qui vous paraissent moins importantes, violet pour des exemples qu'il faut absolument garder, et puis, je sais pas, une autre couleur, rose par exemple, pour des idées ou pour des exemples qui sont secondaires et que vous allez peut-être pas garder. Bref, un code couleur, chacun fait le sien. Bon. Donc, première étape, préparation. Vous êtes devant votre texte, vous le lisez 1 fois, 2 fois, et puis vous allez commencer à vous poser des questions. Première question, le thème. Vous vous posez la question, quel est le thème général du texte? Okay. Et donc, au brouillon, vous allez essayer de reformuler un petit peu donc avec vos mots le thème du texte. Ensuite, vous allez essayer de repérer dans le texte où se situe la thèse défendue par l'auteur. Imaginons par exemple, voilà, un texte dont le thème est la pandémie du coronavirus, et donc la thèse défendue par l'auteur, c'est que bien ce virus est un virus dont on ne peut se débarrasser que par un confinement d'une longue durée. Alors il faudra repérer où se situe la thèse de l'auteur, et puis essayer là aussi de la reformuler. Hein, donc la repérer dans le texte, et puis ensuite proposer donc une première reformulation de cette thèse. Vous allez voir que le mot formuler et reformuler vont venir très souvent. Une fois que vous avez proposé une reformulation de la thèse, vous allez essayer de reformuler la thèse adverse. La thèse adverse, c'est-à-dire la thèse qui est à l'opposé de celle que soutient l'auteur. Alors parfois, cette thèse adverse est présente de façon explicite, c'est-à-dire qu'elle est vraiment écrite dans le texte, parfois elle est implicite.
C'est-à-dire que la thèse opposée, elle est sous-entendue. Mais vous devez là aussi essayer de la reformuler, au brouillon bien sûr. Ensuite, autre question, l'énonciation. Ça c'est important, vous devez vous poser toujours ces deux questions, qui parle à qui? Pourquoi? Eh bien parce que dans votre contraction de texte, vous devez garder la même énonciation que dans le texte d'origine. Si l'auteur écrit « je », vous devez écrire « je ». Si l'auteur écrit « on », vous devez garder « on ». Si l'auteur écrit « nous », vous devez garder « nous ». S'il s'adresse, par exemple, aux citoyens, vous devez garder cette même énonciation. S'il s'adresse à des scientifiques, vous devez garder aussi cette même adresse. Donc, une des règles, c'est de garder la même énonciation que dans le texte de départ. Ensuite, toujours en lisant votre texte, vous allez devoir identifier les différents arguments. Quand on veut démontrer quelque chose, quand on veut défendre une thèse, on utilise des arguments. Donc vous, dans votre texte, avec vos outils, votre code couleur, vous allez repérer où sont les arguments et aussi déjà essayer de voir quels sont les arguments les plus importants et les différencier des arguments les moins importants. Arguments, on va dire primaires, arguments secondaires. Secondaire, c'est moins important. Ensuite, vous allez devoir repérer les connotations, c'est-à-dire les moments où il y a un jugement de valeur positif ou négatif de l'auteur. L'auteur peut ne pas être complètement neutre dans son texte. Peut dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Vous devez les repérer dans le texte. Les entourer, au crayon, vous entourez tous les moments où il y a une connotation positive ou négative. Ensuite, vous devez repérer ce qu'on appelle les modalisations. Alors, qu'est-ce que c'est que la modalisation? Pour résumer de façon assez simple, la modalisation, c'est au fond quand celui qui parle laisse une trace de sa subjectivité. C'est-à-dire, au lieu de dire, par exemple, la molécule de l'eau, c'est H2O, là, il n'y a aucune trace de modalisation, il va dire, par exemple, je pense que la molécule de l'eau, c'est H2O. Ou je crois que la molécule de l'eau, c'est H2O. Ou je suis certain, je suis absolument sûr que, etc. Donc ce sont ça les modalisations, c'est quand l'auteur prend, par rapport à son énoncé, un certain positionnement. Ensuite, il s'agit d'évaluer la stratégie argumentative utilisée par l'auteur. Est-ce qu'il essaye de convaincre son interlocuteur ou est-ce qu'il essaye de le persuader? Donc, désormais, vous savez la différence qu'il y a entre ces deux stratégies. Ensuite, vous allez observer le découpage du texte en paragraphes. Ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que, en général, un paragraphe, ça veut dire une idée. Donc, ou en tout cas, une étape du raisonnement. Si vous voyez, par exemple, un texte où il y a 4 paragraphes, ça veut dire que son argumentation se fait très probablement en 4 étapes. Autre chose très importante, entourer les relations logiques entre les paragraphes. Alors, ça veut dire quoi? C'est tout simplement entourer les fameux connecteurs logiques, les connecteurs logiques de cause, de conséquence, de concession, d'opposition, d'addition, éventuellement de concomitance ou de temporalité. Alors, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Un connecteur logique de cause, tout le monde les connaît, parce que, à cause de, car, etc., etc. Les connecteurs logiques de conséquence, si bien que, alors, etc. Connecteur logique de concession, certes, oui, mais, etc. D'opposition, cependant, mais, voilà, tout ça, ce sont des petits mots, qui sont souvent des conjonctions de coordination, conjonctions éventuellement de subordination,
Et ces connecteurs, en fait, sont comme les articulations entre les idées. Hein. Entre deux idées, il y a toujours une articulation qui montre justement quel est le lien entre les idées. Est-ce que c'est un lien logique de cause à conséquence? Est-ce que c'est un lien de concession ou d'opposition? Tout ça, c'est important. Ensuite, donc, dernière étape de la préparation, vous allez devoir établir au brouillon un plan du texte. Un plan pour restituer le mouvement général de l'argumentation. Voilà, toutes ces étapes. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu complexe au début. C'est un exercice un petit peu nouveau. Mais d'abord, je vais vous envoyer tout ce document donc en pièces jointes. Et puis voilà, vous allez vous familiariser au fur et à mesure avec ces différentes étapes qui sont toujours les mêmes. Hein. Formuler le thème, la thèse, les arguments, l'énonciation, les exemples. Au fond, voilà, les choses les plus importantes, c'est ça. Le thème, la thèse, l'énonciation, les arguments, les exemples et les connecteurs logiques entre les idées. Alors ensuite, grand B, la rédaction du texte. Donc ça, c'est quand vous avez travaillé au brouillon, vous allez maintenant travailler à reformuler le texte de départ. Alors, la première chose, comme je vous disais, c'est que vous allez devoir remplacer le lexique du texte original par des synonymes. Donc le lexique, c'est le vocabulaire, hein, le vocabulaire de l'auteur. Donc ce vocabulaire, il est hors de question de le réutiliser, sauf pour quelques cas, quelques expressions où il n'y a pas de synonyme possible. Dans ce cas, vous aurez le droit de les utiliser en les mettant entre guillemets. Donc c'est un travail effectivement qui va très rapidement montrer la richesse ou au contraire les lacunes que vous avez au niveau du vocabulaire. Ensuite, il ne suffit pas de remplacer les mots, il faut aussi que les phrases soient vos phrases. C'est-à-dire que la syntaxe du texte, hein, la syntaxe c'est la façon dont une phrase est construite, hein, sujet, verbe, complément par exemple, eh bien cette syntaxe doit être la vôtre. Vous n'avez pas à imiter la structure des phrases du texte. Vous devez vraiment faire un travail de réécriture du texte avec des phrases qui vous sont vraiment personnelles. Donc, je récapitule. 1. Changer le lexique. 2. Changer la syntaxe des phrases. Hein, la grammaire, si vous voulez. Gardez la même énonciation, ça je vous l'ai déjà dit. Donc si l'auteur dit « je », eh bien votre texte contracté doit dire « je ». Dans tous les cas, il ne faut pas dire « l'auteur dit que ». Non, ça c'est hors de question. Autre chose, il faut essayer de conserver la même proportion entre les paragraphes contractés et les paragraphes du texte original. Imaginez, dans le texte de départ, voilà, vous avez un texte, un paragraphe assez court. Bien, une fois contracté, ça serait assez paradoxal, que ce paragraphe court devienne un paragraphe long. D'accord ? Voilà, on avance encore un petit peu. Voilà, courage. Alors, les techniques de réduction. Techniques de réduction. Le but, évidemment, c'est d'arriver à un certain nombre de mots. Imaginez, vous avez un texte de 200 mots, vous devez fabriquer un résumé de 50 mots. Parfois, c'est difficile de résumer une idée en moins de mots que le nombre de mots utilisés par l'auteur. Donc il y a des techniques. Alors, si par exemple vous avez une énumération, si par exemple dans un exemple l'auteur énumère un certain nombre de termes, eh bien vous allez remplacer par ce qu'on appelle un terme générique. Imaginez un auteur par exemple qui
parle à un moment donné, voilà, des fleurs, il va nous dire, voilà, des camélias, des marguerites, des roses et des tulipes, vous n'allez pas reprendre un de ces exemples, ni deux, ni trois. En fait, vous allez remplacer par le terme générique des fleurs. Voilà, ça c'est un des trucs qu'il faut utiliser. De même, si vous tombez par exemple sur ce qu'on appelle une périphrase, hein, du type la capitale de la France, bon, eh ben, vous n'allez pas évidemment réutiliser ce terme-là, ça va devenir Paris. Autre chose, si vous êtes devant un groupe prépositionnel, vous allez le transformer en un adverbe. Je vous donne un exemple. Avec adresse, ça va devenir adroitement. Alors, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que là, vous avez deux mots, là, vous avez un mot. Ici, c'est pareil, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mots, hop, ça devient un mot. Ici, donc, dans l'énumération, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots, et là, vous avez des fleurs, 2 mots. C'est tout l'intérêt. Alors, vous avez pu remarquer que quand je compte aussi les articles. Hein, les mots, ce ne sont pas que les noms. Je vais vous expliquer ensuite la façon dont on compte les nombres de mots d'un texte contracté. Ensuite, transformer les phrases à la voix passive par des phrases à la voix active. Bon, ça pour l'instant, vous pouvez le mettre entre parenthèses. Remplacer les formes négatives par un mot avec un préfixe négatif. Alors effectivement, là, au lieu de dire « ce n'est pas possible », ça va devenir « c'est impossible ». Pareil, on gagne un certain nombre de mots. Quand c'est possible, essayez de reformuler les propositions subordonnées par un adverbe, ou un adjectif, ou un nom. Je vous donne un exemple. Les apiculteurs récoltent le miel que les abeilles ont fabriqué. Eh bien, que les abeilles ont fabriqué, ça devient les apiculteurs récoltent le miel des abeilles. Hein, j'ai remplacé que les abeilles ont fabriqué, la proposition subordonnée, par un nom, le miel des abeilles. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai gagné un certain nombre de mots. Ok, maintenant, juste le problème du comptage et le problème de la longueur du texte. Alors, qu'est-ce qu'on désigne par mot? Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Un mot, en fait, c'est un syntagme qui est séparé par un blanc. Alors, oubliez le mot syntagme, en fait, un mot, c'est quand vous avez quelque chose qui est écrit avec avant un blanc et ensuite un blanc. Donc ça implique que les articles, le, la, les, du, des, etc., les articles comptent comme des mots. De même, les articles et l'idée. L', c'est un mot. D', c'est un mot. De même, les pronoms et l'idée. Quand vous dites j'ai faim, eh bien en fait, le J' compte pour un mot. Donc j'ai faim, ça vous fait 3 mots. Et pas 2. Voilà, donc si vous regardez, là je vous donne un exemple, hein, c'est l'heure de manger, ben, si vous comptez le nombre de mots que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 mots. Voilà, bon, les mots composés, bon, ça, à la rigueur, on les met entre parenthèses. Bon, voilà, les mots, la préposition A avec accent, ça compte comme un mot, bien sûr. Alors, chose absolument fondamentale, hein, vous pouvez être sanctionné, évidemment, pour ça. Il faut donc compter le nombre de mots utilisés dans votre texte contracté et il faut l'inscrire à la fin de votre texte. Hein, à la fin, vous mettez, par exemple, voilà, j'ai utilisé 58 mots ou j'ai utilisé 45 mots. Il faut absolument le faire. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que c'est à nous, correcteurs, de le faire à votre place et donc vous êtes sanctionné. Alors, par rapport aux sanctions, justement, par rapport à la note, alors les fautes d'orthographe sont sanctionnées. Vous perdez 1 point pour 3 fautes. Donc ça peut aller vite. Donc relisez-vous. D'accord ? On n'est plus au collège pour corriger vos fautes d'orthographe. Vous devez faire attention.
Ensuite, le problème de la tolérance. La tolérance, ça veut dire que si on vous demande de faire un résumé de 50 mots, vous avez toujours une tolérance de 10%, plus ou moins 10%. Je vous donne un exemple. Si voilà, vous avez un texte où on vous demande voilà, de faire un résumé de 200 mots, un résumé en 200 mots, eh bien, vous avez un seuil de plus ou moins 10%. Ça veut dire que votre résumé doit avoir soit 180 mots, c'est la, comment dire, le seuil inférieur, et ça peut aller jusqu'à 220 mots. Hein, donc vous avez une latitude qui va de 180 à 220. Au-dessus de ces 220, vous êtes sanctionné. En dessous de ces 180, vous êtes sanctionné. Alors, comment fonctionne la notation? Pour 10 mots en trop, ou pour 10 mots en moins, vous perdez un point. Voilà pour la notation. Bon, pour la notation, ça me regarde. Enfin, ça regarde plus le correcteur, mais enfin, voilà, sachez que vous avez 8 points par rapport à la compréhension, c'est-à-dire est-ce que votre texte contracté reflète le texte de départ. 6 points pour l'organisation. Est-ce que votre texte contracté reflète l'ordre, en fait, des idées, l'ordre du raisonnement de l'auteur. Et puis surtout, donc ensuite, 6 points pour la reformulation. Est-ce que votre vocabulaire, c'est le vôtre, hein, est-ce qu'il est personnel, est-ce que vous n'avez pas, comment dire, faire un copier-coller du texte, et est-ce que la tournure des phrases aussi est une tournure des phrases personnelle, et que vous n'avez pas vaguement imité, en fait, les phrases du texte. Voilà pour ce cours de méthodologie de la contraction de texte. Je suis allé assez vite. Je vais vous envoyer donc ce document. Sachez que la part la plus importante, hein, c'est le grand A, donc qu'on appelle préparation, et puis le grand B, avec la reformulation et les techniques de réduction. Dans la prochaine vidéo, on va justement s'appuyer sur un texte que vous connaissez. On va prendre le texte de Victor Hugo, Discours sur la misère, et on va voir un exemple justement de contraction. Comment contracter ce texte, voilà, ça c'est pour la prochaine vidéo.